Maintenant, la période de questions. Dans le fond, on a la salle jusqu'à 10 heures, donc s'il y en a qui ont des questions, ça peut durer longtemps, ça dépend de chacun d'entre eux. Donc, on vous invite là, à lever les mains un par un, puis je vais vous pointer pour s'assurer qu'il y ait une certaine cohérence. Si vous avez des questions. Ça, c'est du timing, ça. Ça, il va y avoir autant de timing dans nos activités. Je m'appelle Hélène Trudeau, je suis membre de Carte indépendante. Pierre notre animateur principal. J'ai une question pour M. Ficou. Oui. Vous avez parlé, vous avez dit que bon, c'est sûr que bon, on est tout le monde d'accord, on déplore la concentration des médias. On veut défaire ça. Vous avez dit, c'est la conclusion à laquelle vous en êtes arrivé. Moi, je voudrais vous demander, avez-vous des suggestions à faire sur comment le faire? Comment pouvez-vous, sauf en fin de compte, avoir un pouvoir assez fort à Québec pour voter une loi qui démantèle, qui interdit la possession de plusieurs médias, comme vous l'avez dit, avez-vous les moyens maintenant? Je pense que le Parti québécois va gagner dans 2 ans, on a mis 2 ans. Ça devrait, à mon sens, dans le programme, de donner un mandat national à Télé-Québec. Tout de suite. Tout de suite. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est le gouvernement. Ça devrait faire partie de la plateforme électorale. Oui, mais je ne sais pas si on a pensé à tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Ça va avoir un effet monstre sur le portrait, la donne médiatique au Québec. C'est déjà, tu vas créer un contrepoids. Tu vas traîner on va traîner avec nous, Québécois aussi. On ne peut pas s'attendre à ce que les Québécois fassent ce job-là. Ils ont des intérêts hauts. Alors, on crée cette télé nationale et radio nationale avec un mandat très large. Et là, on va changer la donne complètement. Ça va bouleverser la scène médiatique. Deuxièmement, on peut, mais ça, c'est pas dans le programme, je pense, démanteler les entrées médiatiques. C'est là où je disais au début, le système politique est un peu piégé. D'abord, par la nature du Canada, qui fait en sorte que ces médias sont... le fédéral ne touchera pas. Tout ce qui est le gouvernement fédéral ne touchera pas. Donc, ça revient au gouvernement du Québec. Et les hommes et les femmes politiques ne veulent pas toucher trop à ça. Parce qu'ils savent que s'ils commencent à annoncer leur couleur, ils vont être la cible d'attaques médiatiques, des tirs groupés des médias. Donc, mais c'est comme, ils ont les pouvoirs. L'État québécois, dans l'intérêt public, a le pouvoir de briser ces entrées médiatiques. Vous voyez, on connaît l'histoire de Standard Oil, comment ils ont démantelé ça à un moment donné, parce que c'était des barons voleurs, là, des robber barons. Alors, ils ont démantelé ça de sorte que, là, c'est devenu une vingtaine d'organisations d'entreprises pétrolières aux États-Unis. Un gouvernement a les pouvoirs. Puis là, comme M. Parizeau a dit, en politique, on peut tout faire, sauf changer un homme en une femme, c'est ce qu'il pensait. Mais on a... Là, ça change maintenant, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement du Québec a les moyens d'intervenir là-dessus. Ils ont déjà légiféré sur la propriété des médias, mais on n'a pas une bonne tradition là-dedans. Alors, est-ce qu'on est en mesure de faire ça? Ça c'est 2 moyens rapides. Puis, s'il le fait, il faudrait qu'il fasse rapidement, dès qu'il prend le pouvoir. Question subsidiaire, si vous permettez. Est-ce que rapide? Non, on ne peut pas? J'aimerais mieux passer d'autres gens, parce qu'on a quand même temps, mais vous pouvez toujours poser une question par après. Ça va. J'avais vu M. Turk, après M. Sarah Tremblay. D'abord, juste pour saluer d'abord Cap sur la réponse. Moi, je trouve ça formidable. En tant qu'animateur de ce mouvement, puis tous ceux qui se coalisent, on avait besoin de ça, tu le fais. Et en tout cas, moi, je peux te dire que je serai un grand allié de Cap sur l'indépendance. Puis, tu sais jusqu'à quel point, moi aussi, je suis à un moment favorable à l'idée de rassembler des États généraux, une convention nationale sur l'indépendance
où il y aura le bloc aussi, bien sûr, Québec solidaire. Je crois qu'à un moment approprié là, dans l'agenda, dans notre agenda, il faut faire quelque chose comme ça. Et ça me permet aussi de dire à notre collègue du Bloc que je trouve ça toujours tellement courageux, un député du Bloc, puis d'avoir encore de l'humour, là. Ça fait de l'humour, comme oui. dit ça. Moi, je veux juste vous dire jusqu'à quel point moi je suis engagé personnellement dans le combat pour faire ce que Robin, tu veux faire pour Télé-Québec. Moi, vous savez, c'est pas simple. Parce que dans notre propre parti, il y a des ennemis, il y a eu des ennemis de Télé-Québec qui voulaient la démanteler, puis privatiser. Même M. Parizeau, vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, M. Parizeau a confié l'essentiel de la production de Télé-Québec au privé, et les libéraux ont fait le reste. Et moi, je suis favorable à une télé nationale, à une radio nationale, avec un service des nouvelles. Il ne faut pas se gêner, il est temps de se donner cela. Mais je voudrais poser aussi à Robin une question assez concrète, parce que je crois qu'il faut parallèlement faire ce démantèlement. Mais là, c'est un contrat, puis on va avoir des ennemis, puis comme tu le disais, je crois qu'on va se faire... au début d'un mandat, si on le fait au début du mandat, tout en faisant en plus Télé-Québec et Radio-Québec en même temps. Comment fait-on cela concrètement? Guide-moi un peu, là, donne-moi quelques indices là, sur comment il faut faire ça et quand. J'imagine que c'est rapidement, au début d'un mandat, et comment? Okay. Je pense que si, moi, en faisant ce livre sur l'état des marais, j'ai épluché tous les rapports de toutes les commissions d'études depuis 68. Je n'ai pas toutes, là, mais j'ai lu presque tout. À faire ça seulement, là, on va trouver des solutions. La solution de la commission Quint était très nette. Il ne faut pas avoir deux journaux à deux villes à moins de 500 km de distance l'une de l'autre. C'est ce qu'il avait dit. Il a trouvé ça très simple. Là, on règle le problème des journaux au Québec. Moi, je pense aussi qu'il y a une question de dire qu'on ne peut pas définir des journaux et un réseau de télé. Je veux dire, on peut dire ça, je veux dire, dans l'intérêt, parce que c'est dans l'intérêt public d'une saine démocratie on peut le dire, on peut le faire. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit bien annoncé. Là. On va dire, il faut qu'on argumente ça sur le plan public pour montrer les avantages de ça. C'est que pour le faire, il faut que la population soit convaincue qu'il y a un avantage. Que les mondes médiatiques, y compris les journalistes, y voient un avantage. Parce qu'il y a un gros avantage. Ça va augmenter l'offre d'emploi dans le monde médiatique. Ça va augmenter l'offre culturelle. Parce qu'on sait que, par exemple, une gang qui va aller à Radio-Canada, ils disaient qu'ils n'iront pas à TVA. C'est étanche maintenant, quasiment, sur le plan culturel. Alors, il faut que nous, dans notre argumentaire, on montre l'avantage pour la population. Puis l'avantage très concret, là, pas juste c'est au nom de la démocratie, parce que les gens disent vous êtes contre la démocratie, la liberté, parce que la liberté des propriétaires de grands médias, c'est ça qu'ils vont dire, vous êtes contre la liberté parce que vous les réglementez. Non, c'est que nous, on est pour une plus grande information, une plus grande accessibilité à l'information. Mais moi, je ne sais pas s'ils seront capables, mais le problème, c'est que si on ne le fait pas, on va continuer à se lamenter pendant un autre 40 ans. Parce que c'est ça qui m'a frappé en faisant ce livre-là. Toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, on se les posait en 68, 69, 70, 75 et dans les années 80. Donc, les mêmes questions se posent. Il y a eu des solutions avancées dans ces rapports-là sur comment on peut les faire, mais tous les gens qui ont reçu ça, par exemple, dans le cas de la commission Quint, je pense que ça a été remis sous Mulroney, proche ami. S'il devait faire ça dans l'Ouest, il aurait fallu faire ça au Québec. Et lui et Paul Desmarais étaient proches, donc il n'aurait jamais touché à ça. Et par la suite, c'était Chrétien.
ben lui, il a balayé en dessous parce qu'il avait les mêmes accointances, les mêmes liens, donc il ne toucherait pas à ces choses-là. Dans ces rapports-là, il y a énormément de solutions. Mais encore, c'est un travail de préparation. Puis, le danger, c'est que je pense qu'il aura de la misère à toucher à ça. C'est un travail de fond qu'il faut faire pour faire. Mais sinon, attendons-nous à l'avoir. Mais l'affaire de Télé-Québec, déjà, là, ça va donner de l'oxygène au système. Énormément d'oxygène au système. Vraiment, ça va forcer Radio-Canada à se comporter autrement. Ça va ramener tout ce qu'il y a québécois un peu dans un... Parler du Québec, là, puis ne pas jouer sur les deux plans comme ils peuvent faire. Alors, en tout cas, le premier, c'est ça. Le deuxième... mais je pense qu'il y a des solutions existent. Il faut juste étudier. Oui, en fait, je vais moi aussi m'adresser à M. Philpot. En fait, oui, vous êtes populaire ce soir. Dans mon mot de présentation, au début, j'avais dit que l'Empire québécois était quelque chose dont il fallait être fier. Ensuite, vous m'avez répondu, vous avez dit pendant votre présentation que vous étiez en désaccord. Peut-être ce que je voulais dire, c'est qu'il faut en être fier dans la mesure où on a bâti enfin un empire économique, surtout à une époque, dans les années 70, où ça faisait pas tellement longtemps que les Canadiens français, qui étaient en train de devenir des Québécois, avaient enfin les moyens, l'esprit d'entrepreneuriat et l'esprit de conquérir des marchés. Mais aussi, en fait, vous avez dit notamment que Pelado n'aurait pas dû appuyer le oui seulement 24 heures avant. Mais c'est quand même déjà ça. C'est quand même un empire où il y a une concentration de la presse en un empire qui quand même finit par appuyer le oui. Puis aujourd'hui, ce que je constate, c'est malgré tout que, malgré ce qu'on peut dire, Richard Martineau a des positions de plus en plus nationalistes, que Pierre-Carl Pelado donne des tribunes à Éric Bédard pour expliquer la conquête, à Joseph Facal, à Bernard Landry. Donc c'est pour ça que je ne peux pas voir en Québécois des adversaires non plus. Mais Pierre-Carl Pelado, il était le premier fan de mon livre sur Desmarais. Il m'a dit, ma femme Julie en a acheté une. Ben, quasiment, il m'a demandé des droits d'auteur parce qu'il dit sa femme en a acheté tellement qu'il a distribué partout. Mais c'est bon parce que c'est de bonne guerre. Même ils ont mis une bonne couverture dans les journaux de Montréal avant la guerre. Mais le problème, c'est que c'est une grande entreprise privée. On ne sait jamais. Je veux dire, tu ne peux pas trop compter là-dessus. On sait que Pelado père, il a ouvert la porte à des anciens prisonniers politiques du Québec, il a ouvert de Gabriel Hudon, du monde, il avait trouvé... Vraiment, là, il était engagé là-dessus. Mais il jouait sur les deux plans. Pelado, Pierre-Carl, il va faire la même chose. Le chef d'information est un fédéraliste convaincu. Je ne sais pas s'il l'est encore, parce que je ne le lis plus depuis la grève, là, je ne lisais plus. Mais ils l'ont embauché. Donc, il va jouer sur les deux plans. On ne peut pas compter là-dessus. Là. Je pense que c'est pour ça que encore, je vois ça comme sur le plan économique. Quand on a un problème, quand on veut s'affranchir un peu d'un contrôle qui nous échappe, bien, on compte sur l'État. C'était ça, hein, les années 60. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et je suis convaincu que Pelado va rester dans le giron. Écoute, la caisse... Il doit faire chandelle à la caisse de dépôt pour Vidéotron, qui est la vache à lait pour Québécois. Donc, il va suivre, mais c'est pas là, il faut pas. Parce que Martineau, là, ça marche à l'argent, ça. Moi, je me rappelle d'avoir me battre avec lui en 1995. Il nous traitait à la SJB, d'être des ethnicistes. Là. Et vraiment, le gars, là, fiez-vous pas à Richard Martineau. Non. Pardon. Lorsqu'on parle du contrôle de la presse, quand Robin a écrit son livre sur Desmarais, sauf si je me trompe, il y avait eu beaucoup d'écrits sur Desmarais, mais tout par ses amis. C'était la première fois que c'était pas un ami qui écrivait. Et corrige-moi, Robin, si je me trompe, mais la rumeur populaire veut que Desmarais aurait dit, avant qu'il sorte, si ce livre-là m'est favorable, j'en achète 500 copies. S'il m'est défavorable, je les achète toutes. Mon éditeur avait voulu ça, mais il aurait dit ça avant pour d'autres livres. Ça parle beaucoup sur le contrôle du message et ceux qui peuvent se le payer, effectivement. Par rapport à Carole, on a parlé de convergence. Effectivement, au Québec, on a Jessica, Radio-Canada, Québécois. Et j'ai bien aimé votre intervention quand vous dites qu'à Ottawa, tout doit être uniforme, parce que dans le Canada anglais, il y a aussi une convergence.
c'est ABC et NBC. Parce que leur radio, leur télévision et même leurs journaux, mais surtout, c'est les postes américains. CBC, en anglais, c'est le rêve de Trudeau du multiculturalisme, c'est le poste multiculturel qui voudrait rendre Radio-Canada multiculturel aussi, comme les autres. Et il ne faut pas oublier aussi, ça a été mentionné par, je ne me souviens pas trop qui, que pour parler 10 minutes sur Trois-Rivières, qui est une mégapole un peu dans ce coin-là, il faut parler de la tétine en mettant Germaine à Moustia, puis il y a 2 francophones. Et c'est ça, lorsqu'on distribue la carte en canadienne, pour ce qui nous concerne, qui est la francophonie, mais ça se trouve être dilué un petit peu partout pour la tétine en mettant Germaine, puis on ferme le poste à Moustia. Il faut que ça se dise. Les codes d'écoute devraient être démontrés. Mais le poste de Radio-Canada à Rimouski, il n'est pas fermé. Non, je donne ça. Ils ont enlevé 2-3 journalistes. Mais moi, je veux juste parler de Radio-Canada et de CBC pour vous dire que l'ancien vice-président de CBC, parce que vous savez, il y a un vice-président CBC, puis un vice-président Radio-Canada. Le vice-président de CBC a déjà dit que le Canada, les Canadiens, étaient le seul peuple sur la Terre qui préférait la télévision de leurs voisins. Et je pense que ça s'est prouvé. Et nous, au Québec, je veux juste faire remarquer qu'on est une nation. Nous avons une culture extrêmement forte. On a un star système qui est complet. Nous aimons nos artistes, nous aimons notre culture, nous en profitons. Et quand vous regardez Radio-Canada français, là, du point de vue, si vous allez ce soir à Toronto ou à Montréal, vous apercevez que Radio-Canada, c'est Radio-Canada du Québec, parce qu'on parle beaucoup plus du Québec que de n'importe quoi d'autre, même si une fois de temps en temps, on peut plus le faire dans la presse. C'est pour ça que, alors que CBC, je fais une parenthèse, à CBC, les Canadiens n'arrivent pas à suivre l'écoute, ils présentent beaucoup plus d'émissions américaines que, de toute façon, les Canadiens y ont vu en anglais, dans leur langue maternelle, sur un autre poste américain, des fois des années auparavant. Puis la seule émission qu'ils ont vraiment canadienne, qui s'appelle Flashpoint, a été conçue et produite par des Américains pendant la grève des scénaristes à Hollywood. Ils s'ennuyaient, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient en grève. Ils ont dit, on va aller leur faire une émission au Canada. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Ça a donné Flashpoint, une excellente émission américaine sur le sol canadien. Là, je me suis partie encore une fois, mais pour vous dire que c'est ça, nous autres au Québec, on a une culture qui est extrêmement forte, on a tout notre star système et on est très gâtés par nos artistes et il faut les encourager de toutes les façons possibles. Entre autres, là, je vais faire mon petit commercial, entre autres concernant les droits d'auteur, le projet de loi, c'est les droits d'auteur qui est C-32, qui est une horreur pour les artistes et qui leur enlève des revenus annuels de 126 millions de dollars par année. Et là, on ne parle pas de subventions, on parle de leurs droits d'auteur, on parle de leurs redevances, on parle de leur argent. Alors, c'est une autre façon, encore une fois, que le gouvernement conservateur a choisi de démontrer son mépris envers la culture canadienne autant que québécoise, mais sauf que comme l'intensité créative est beaucoup plus grande au Québec, on a beaucoup plus d'artistes, on a beaucoup plus d'activités artistiques, on a beaucoup plus de films, entre autres, on fait beaucoup plus de cinéma, on fait beaucoup plus de tout, puis moi je trouve meilleur, mais là c'est notre chauvinisme. Hein? Alors, je trouve qu'il faut être reconnaissant à nos artistes et les encourager de toutes les façons. Je vais prendre quelqu'un de ce côté-là, vu que j'en parle plus de l'autre côté. Monsieur en arrière ici qui est membre des IPSO. Ah. Vladimir de Tézy, membre du conseil d'administration des IPSO avec M. Paquette. Moi, j'avais une question pour M. Philippot, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des exemples dans l'Occident où est-ce qu'un gouvernement a réussi à démanteler des empires médiatiques? Et mon commentaire, c'était de dire que fondamentalement, l'expression politique qui manque, je pense, dans le débat de la soirée, c'est l'hégémonie culturelle. Dans le sens où est-ce que, dans une société, une classe dominante réussit à convaincre toutes les autres classes inférieures que les intérêts de la classe dominante sont les intérêts de la classe, des classes inférieures. Donc, au Québec, au Canada, on est en train de souffrir de l'hégémonie culturelle anglo-canadienne. Et le nœud de la guerre, c'est qu'il y a deux guerres. Il y a la guerre de position et la guerre ultimement, de stratégie. Et il faut avoir justement un outil canon qui est Télé-Québec.
de la façon que vous en parlez, pour justement éroder cette espèce d'hégémonie culturelle-là. Tout aussi longtemps qu'on ne l'a pas, on va perdre. Bon, on travaille avec Cap sur l'indépendance entre-temps. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Le CRTC a ses pouvoirs sur la question des ondes assez importants. Et si on faisait un CRTQ, il y aurait des moyens parce que les ondes sont publiques. Donc, il y a le CRTC et tous les régulateurs dans les pays ont la décision finale pour voir qui peut être propriétaire. Puis, ces questions-là, il faudrait que je m'en... Parce que les détails de ça, mais je sais quand... à un moment donné, est-ce que c'est Desmarais qui voulait acheter Télémétropole à l'époque, dans les années... Et c'était devant la CRTC. Finalement, ça n'a pas abouti. Donc, ce que je veux dire, c'est que les pouvoirs publics existent déjà. Ça serait bien d'examiner. Je n'ai pas examiné ça là, si dans d'autres pays on a décidé de démanteler des empires. Mais dans l'intérêt public, on a démantelé des empires économiques. Et si on dit qu'il y a un manque de compétition, ça peut être en fonction du manque de compétition dans le monde médiatique, qu'on dirait, ça peut être la raison. Mais ça, je ne l'ai pas étudié. Mais au Québec, on a des précédents où on est intervenu pour empêcher le contrôle de certains médias. Donc, on a déjà des lois dans notre passé. Mais comment est-ce qu'on peut... Juste peut-être un complément d'information, parce qu'effectivement, si le gouvernement du Québec a actuellement le pouvoir de refuser ou de légiférer sur la propriété de médias écrits, par exemple, c'est quand même le gouvernement fédéral qui, à l'heure où on se parle, et espérons-le pour le moins longtemps possible, a les pouvoirs les responsabilités en matière de télécommunication et de radiodiffusion. Et c'est le CRTC, l'organisme, qui est chargé de réglementer tout ça. Effectivement, le CRTC a des règles pour éviter pour encourager, je dirais, la diversité des propriétés. Okay? Entre autres, dans le domaine de la radio, on l'a vu récemment avec l'acquisition de Cogeco qui voulait acquérir les postes de radio de Cobus. On l'a vu intervenir. Mais aussi, rappelons-nous, peut-être en 2000, okay, où Québécois voulait acheter des postes de radio et le CRTC lui a interdit. Okay, parce qu'il trouvait effectivement que sa convergence était trop convergente. Okay. Alors, alors c'est possible de le faire, c'est possible de le stopper, et je sais que le CRTC entreprend une étude, effectivement, sur l'intégration verticale et sur les limites de cette intégration verticale-là. Et ça commence sous peu, au printemps, et je pense que ça va être intéressant à suivre. Ce qui est fatigant, c'est que ce soit un organisme fédéral de réglementation. Parce qu'encore une fois, ils vont faire des états de situation qui vont être corrects sans doute, mais quand ils vont venir pour appliquer des solutions, ils vont encore appliquer des solutions égales au Canada, pas au Canadien. Alors que ce qu'il faut, puis c'est ce que le Bloc québécois a identifié à plusieurs reprises, c'est créer un CRTQ au Québec. Mais là, on n'avait pas d'alliés avant auprès des radiodiffuseurs. Parce que les radiodiffuseurs n'aiment pas ça, faire affaire avec 2 ou 3 organismes de réglementation. Ils font déjà affaire avec le FCC aux États-Unis, avec le CRTC au Canada, parce que, bon, la plupart du temps, ils débordent un peu des frontières. Mais là, en plus de leur imposer un CRTQ, ils haïssaient ça. Mais là, avec la nomination de Tom Pentecourt, un vice-président radiodiffusion qui ne connaît absolument rien, dont sa principale compétence dans le domaine de la téléphonie, entre autres, c'est de connaître le numéro de téléphone par cœur du Parti conservateur, mais ça écarte beaucoup les radiodiffuseurs, okay? Et ils ne savent pas comment ils vont faire pour avoir des avis éclairés de cet individu-là qui est à la tête de la pyramide de la radiodiffusion, puis ils commencent à penser, et ils l'ont dit, peut-être qu'un CRTQ, dans des circonstances, ça s'imposerait. Moi, juste le dernier petit commentaire que j'allais faire, c'était que y a une différence entre démanteler un empire pétrolier, qui n'a pas nécessairement un contrôle des médias, et démanteler un empire médiatique qui, lui, sa première fonction de survie, ça va justement d'être convaincre la population que c'est pas dans leur intérêt que l'empire soit démantelé. Donc, comment est-ce que le parti au pouvoir va pouvoir faire passer son message si à tous les jours le message est noyé?
Dans le sens que le parti qui est au pouvoir, qui dit, écoute, on va entamer le gros travail de justement démanteler cet empire médiatique-là, ben lui, pour qu'il convainque la population, justement. Non, mais c'est ça que j'ai dit au début. C'est un système piégé. La période courte d'un mandat fait en sorte qu'un politicien ne veut pas toucher aux médias. Il touchera à d'autres domaines, peut-être. Mais aux médias, il a peur de toucher à ça parce que pendant qu'il le fait, il va être la cible. Donc, il faut faire un blitzkrieg dans les premiers mois. Non, mais les pouvoirs sont là. Je veux dire, les pouvoirs sont là. C'est ça que le monde, des fois, on dit on n'a pas de moyens. Les pouvoirs sont là. Et je veux dire, moi, j'étais surpris de voir à quel point l'Assemblée nationale a déjà légiféré sur le contrôle médiatique. Déjà. J'étais surpris. Puis surpris que. Donc, c'est nous maintenant qui avons dit qu'on est menotté. C'est le Parti québécois au pouvoir en 2001 qui a dit on ne peut rien faire, puis on va faire confiance au système capitaliste. Finalement, c'est Landry qui a dû aller au front pour ça, défendre cette idée-là de Bouchard. Mais les pouvoirs sont là. Surtout. En ligne, on est comme ça, on est un petit peu là, mais je m'adresse à M. Poirot. Juste un petit peu d'histoire au niveau médiatique. Depuis toujours, politique et médias sont très reliés. Si on remonte un petit peu plus, à environ une centaine d'années, les conservateurs, c'est l'époque que il y a eu, les conservateurs avaient bien aimé la première année. Il y avait le début du nationalisme canadien. C'est les conservateurs qui ont approché Henri Bourassa et qui se présentent sous étiquette nationaliste. Et Bourassa a accepté à une seule condition, parce que je voyais, donnez-moi un média. Et c'est comme ça que le Devoir a été créé il y a 100 ans, par un influx de fonds de conservateurs. En bout de ligne, c'était accaparé par les Québécois, mais à l'origine, c'est les conservateurs qui l'ont piloté. Et la condition, c'était qu'ils se présentent contre Thomas Gouin dans Saint-Jacques, qui était le premier ministre. Il a gagné. L'histoire est différente. Je veux revenir à la question du devoir que je veux à 100 ans, qui a la particularité due à Bourassa d'avoir une structure administrative qui n'est pas contrôlée par, elle est contrôlée finalement par un directeur, un rédacteur en chef. Le financement est important, mais il n'y a pas une directive éditoriale. Est-ce que, ça c'est un exemple qui est pris dans votre dos, est-ce qu'une organisation comme CAP sur l'indépendance, avec la nouvelle vision médiatique qu'on peut avoir maintenant des journaux en ligne, peut devenir un fer de lance, à titre d'exemple, sur réapproprier le devoir, pour ramener un membership intéressant, de ramener peut-être dans certains cas, par le nombre, une ligne éditorialiste. C'est peut-être le seul journal très crédible qu'on peut investir. Ou une question, est-ce qu'un organisme comme Cap sur l'indépendance peut être au lancement comme une pétition sur Jean Charest qui a réuni 250 personnes, ou vraiment pour cristalliser un mouvement comme l'application des lois passerelles. À date, il s'est produit des choses, mais comment ça s'est organisé, c'est peut-être évident. Est-ce qu'il y a des lignes directives sur lesquelles une organisation comme Cap sur l'indépendance peut travailler avec une résultante qui peut se mesurer par autre chose que là? C'est-à-dire qu'en bout de ligne, tu as 250 000 on a réussi, mais celui qui a allumé, ou est-ce que ça fait partie des mandats qu'on peut penser à 4 Ce que je vais vous répondre, c'est que j'aime mieux vos deux dernières suggestions que la première, parce que la prise de contrôle du devoir, à mon avis, ne va pas apporter un gain significatif, même si on y arrivait. Je pense que le devoir, règle générale, est relativement indépendantiste. Là, il ouvre ses portes très largement aux indépendantistes. Je pense que, je veux dire, c'est une minorité de gens qui lisent le devoir. Et encore plus, c'est une minorité de gens qui lisent les journaux. Et la difficulté, c'est la télévision. Refaire ce qui a été fait au début du siècle dernier, pour un poste de télévision, ça demanderait énormément d'investissement et de travail. Et moi, je suis un petit peu plus centré sur c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est qu'on est quand même très proche d'une majorité de citoyens au Québec qu'il faut arriver à convaincre. C'est sûr que si on contrôlait les médias, plutôt que ceux-ci soient contrôlés par
par les fédéralistes, on pourrait aller plus rapidement. Mais ça va prendre tellement de temps, d'efforts et d'énergie. Prenons l'exemple de la création du CRTQ. Je pense que c'est un bon cheval de bataille, qui est un organisme québécois qu'on va créer. Quels vont être ses pouvoirs? Ça, c'est la question que j'aimerais voir. Parce qu'à un moment donné, mettons que tu le crées, ben ça, je veux dire, tu peux créer une corporation, il n'y a pas de problème. Ça commence à faire des règlements, ils sont contradictoires avec celui du CRTC. Là, il va y avoir des contestations qui vont arriver à la Cour suprême. Et là, la Cour suprême va commencer à intervenir. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, prenons pas des chemins trop longs. On a passé notre temps depuis 40 ans à prendre des chemins très longs. Prenons le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est de convaincre 50% plus un de nos concitoyens qu'il faut faire l'indépendance. Et faisons-le avec les moyens, même s'ils ne sont pas satisfaisants, avec les moyens que nous avons actuellement. Moi, je pense que l'objectif n'est pas si loin que ça, et on n'a pas besoin de se disperser partout. On a besoin de capitaliser sur les luttes citoyennes qui se font dans les différents secteurs, et qu'il y ait une lutte sur le contrôle de la culture des médias québécois, comme le propose Carole. Je pense qu'il faut embarquer là-dedans, tout en se disant on ne la gagnera pas, cette lutte-là, tant qu'on n'aura pas fait l'indépendance. Je ne veux pas être défaitiste, mais on va être réaliste. C'est une question, je ne sais pas, là, parce que là, on a la salle jusqu'à 10 heures, à moins que vous fassiez ça très court, on pourrait peut-être en prendre deux. Donc, je prendrais peut-être monsieur ici, puis madame là, si on est là. Bonjour, Patrick Guérin, c'est le professeur de communication. Ce que je voulais amener dans la discussion à vous trois, c'est que je pense qu'il faudrait des changements structurels qui soient un petit peu plus profonds. Je pense que l'idée de Télé-Québec, c'est un bon début. L'idée d'avoir 50% plus 1, c'est toujours le but, la finalité. Mais imaginez que ça ne puisse pas se réaliser dans le mandat qui est là. Donc je pense qu'il faut avoir aussi des changements structurels qui soient plus profonds, qu'il y ait d'autres médias qui soient également indépendants et qui soient proches de l'idée. Comme il se fait dans votre côté, les fédéralistes ont une structure privée qui fait que même si les gouvernements tombent, il y a toujours ce porte-voix qui est toujours présent. Et c'est ça que je voulais amener à votre réflexion, parce que dans 4 ans, je pense qu'on est à l'aube de gouvernement souverainiste à Québec, mais qu'est-ce qui se passe dans 6 ans? C'est-à-dire vous savez, les Anglais ont un terme, ils appellent ça self-fulfilling prophecy. Alors, quand tu te dis, comme François Legault vient de se dire, comme Michel Bouchard avant lui l'a dit, quand tu te dis, ça ne va pas arriver avant 5-10 ans, ben, la prophétie se réalise, ça n'arrive pas avant 5-10 ans, parce que ces gens-là arrêtent de travailler, convaincre d'autres personnes qu'il faut arrêter de travailler, puis là, on commence à se disperser sur toutes sortes de choses. Moi, je pense que notre rôle, comme indépendantiste, c'est de prendre des vrais combats, le français, les richesses naturelles, nos acquis sociaux, etc., et de faire converger les luttes vers l'indépendance. C'est comme ça que le Parti québécois s'est créé au début. C'est à partir des luttes citoyennes que le Parti québécois a réussi à prendre son essor. Et on est rendu là. Sauf que là, maintenant, en 2011, ça se fait par des mouvements citoyens. Et les partis politiques vont pouvoir capitaliser là-dessus. Puis moi, je pense, puis je déjeunais encore avec Gérald Larose ce matin, puis il dit la même chose. Nous, on se dit, c'est possible, d'ici 3 ans, faisons en sorte que ça arrive. Et je vais rejoindre Gilles Duceppe aussi, qui dit, quand le Bloc continuera d'être majoritaire parmi la députation québécoise à Ottawa et que le Parti québécois sera au pouvoir à Québec, tout devient possible. Et moi, je suis convaincu de ça. Il faut travailler ensemble. On a le temps pour une dernière question. Oui, mais en fait, ça sera pas très long. C'est un commentaire pour M. Philippot au sujet quand vous parliez du rapport Payette et que vous déploriez que, au sujet de Télé-Québec, le rapport se concentrait sur l'information régionale et qu'il faudrait aussi penser à l'information internationale. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je crois aussi qu'il ne faudrait pas négliger l'information régionale qui est vraiment
en manque en ce moment. Puis votre commentaire en disant que les informations qu'on va avoir, ça va être des accidents de voiture, je trouve ça un peu insultant parce que ça démontre la méconnaissance des enjeux qu'il peut y avoir en région. Puis je pense que il ne faut pas négliger cet aspect-là dans l'information. Oui, je m'excuse parce que c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est la façon dont elle conçoit les